Abonnez-vous à la chaîne. RVE's Dorer. Et laissez unlike Aides la chaîne, c'est développeur. Par une nuit pluvieuse sur la route sinueuse qui traverse l'intérieur de la France, une femme nommée Claire est au volant, désespérée, essayant d'atteindre un endroit sûr. La tempête à l'extérieur frappe le pare-brise de sa voiture, rendant la visibilité difficile, tandis qu'elle regarde dans le rétroviseur, nerveuse. Quelque chose ne va pas. La peur dans ses yeux est évidente, mais la raison exacte reste enveloppée de mystère. Soudain, sans avertissement, une silhouette apparaît au milieu de la route, et avant que Claire puisse réagir, l'impact est inévitable. La voiture dérape, et tout s'éteint dans un instant de chaos. Quand elle se réveille, la pluie tombe encore fortement, mais quelque chose semble différent. Elle sort de la voiture, son corps tremblant encore d'adrénaline, et commence à marcher le long de la route déserte. La route est étrangement silencieuse, comme si le monde autour était figé. Claire ressent une présence, quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Et puis, à l'horizon, deux phares percent l'obscurité. Une vieille voiture, une camionnette usée par le temps, s'approche lentement. À l'intérieur se trouvent deux frères, Marc et Luc, chasseurs de phénomènes surnaturels, qui parcourent le pays pour aider ceux qui en ont besoin. Ils arrêtent la voiture à côté d'elle, et Claire, encore sous le choc, raconte ce qui s'est passé, ou du moins ce dont elle se souvient. Marc, l'aîné, sérieux et pragmatique, commence à poser des questions rapidement, essayant de reconstituer le puzzle. Luc, plus empathique, s'approche pour essayer de la calmer, même sans comprendre complètement ce qui se passe. Elle est effrayée, confuse, et quelque chose dans ses paroles ne semble pas s'aligner. Marc et Luc réalisent bientôt que ce qui se passe ici n'est pas un simple accident de voiture. Il y a une histoire plus grande derrière cela, une trame qui implique quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ils décident donc d'aider Claire à comprendre ce qui se passe et de l'emmener en sécurité. Mais, alors qu'ils avancent dans leur enquête, les secrets de cette route commencent à se révéler. Au fur et à mesure qu'ils parcourent le chemin avec Claire, la tension dans l'air grandit. Marc a la sensation que quelque chose les observe à chaque tournant, tandis que Luc, plus sensible aux énergies environnantes, commence à ressentir que la présence qui hante la route n'est pas humaine. Il découvre, dans une vieille taverne au bord de la route, qu'il y a des histoires sur cet endroit. Des décennies auparavant, un homme nommé Jean est mort sur cette même route, dans un accident tragique. Depuis lors, son esprit hante les voyageurs qui croisent son chemin la nuit, cherchant vengeance ou rédemption. Marc, toujours pragmatique, suggère qu'il cherche l'endroit exact où Jean est mort. Il croit que s'ils trouvent le point où l'accident a eu lieu, ils pourront découvrir un moyen de libérer l'esprit et de mettre fin aux morts mystérieuses sur la route. Claire, de plus en plus terrifiée, hésite à continuer, mais elle n'a pas beaucoup d'options à part faire confiance aux frères. À mesure qu'ils avancent, la présence de Jean devient plus forte. Leur voiture commence à montrer des signes de défaillance, les phares clignotent, la route semble s'étendre à l'infini, comme s'ils n'arrivaient jamais à destination. La peur de Claire s'intensifie, et Luc, réalisant qu'elle est au bord de l'effondrement, tente de la réconforter. Il explique que, souvent, des esprits comme celui de Jean sont coincés entre deux mondes, retenus par quelque chose qui les relie encore à la vie terrestre. Peut-être une promesse non tenue, une vengeance jamais réalisée, ou une perte qu'ils n'ont pas pu surmonter. Cependant, Claire semble savoir plus qu'elle ne le dit. Son hésitation, ses regards furtifs, commencent à susciter des soupçons. Luc, plus intuitif, sent qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle, mais Marc, toujours concentré sur l'objectif, assiste pour avancer. Ils finissent par arriver au point où Jean est mort, un virage dangereux sur la route, marqué par des croix et des fleurs fanées laissées par d'autres victimes. Là, Claire commence à se souvenir de quelque chose qu'elle avait enfoui dans son esprit. Avec un regard pâle, elle finit par admettre, Jean n'était pas une victime accidentelle.
Il la poursuivait cette nuit-là, des années auparavant. Ils avaient une histoire, un secret sombre qu'elle n'a jamais raconté à personne. Jean était obsédé par elle, et Claire, dans le désespoir, l'a conduit jusqu'à cette route, où l'accident fatal s'est produit. Mais elle n'a jamais dit à personne ce qui s'est vraiment passé. La culpabilité la hante depuis lors, et maintenant, l'esprit de Jean veut vengeance non pas pour sa mort, mais pour avoir été trahi. Marc et Luc réalisent qu'ils sont au milieu de quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Jean n'est pas seulement un esprit vengeur, il a une connexion profonde avec Claire. Et maintenant, avec tout le monde réuni à cet endroit, la présence de Jean devient inéluctable. L'air se refroidit, les lumières des lampadaires autour commencent à clignoter, et ils sentent sa présence de plus en plus proche. L'affrontement final est inévitable. Claire, tourmentée par la culpabilité, se retrouve face à face avec l'esprit de Jean. Il n'est pas l'homme qu'elle a connu, sa silhouette est déformée, pleine de colère et de douleur. Marc, avec toute son expérience dans le domaine du surnaturel, tente de trouver une solution, tandis que Luc, avec sa nature empathique, essaie d'appliquer à l'humanité qui pourrait encore exister en Jean. Mais l'esprit de Jean ne veut pas de rédemption. Il veut justice, ou du moins la version déformée de la justice qu'il a construite dans son esprit tourmenté. Claire finit par admettre sa culpabilité et implore le pardon. Le moment de tension s'étire, tandis que Marc et Luc observent, prêts à intervenir. L'esprit de Jean semble hésiter, comme si, un instant, il y avait une chance de paix. Mais, dans un dernier moment de fureur, Jean attaque. Marc, rapide, utilise ses connaissances de chasseur pour bannir l'esprit, mais le coup est élevé. L'endroit, la route, tout autour semble se déformer. Claire tombe au sol, épuisée et sous le choc, tandis que l'esprit de Jean se dissipe dans l'air, laissant une sensation de vide. Quand le silence prend enfin possession de la nuit, Claire, Marc et Luc restent là, debout, sur la route déserte. Claire, désormais libérée du poids de la culpabilité, semble soulagée, mais la douleur et le regret sont encore visibles dans ses yeux. Elle sait qu'elle ne pourra jamais effacer ce qui s'est passé, mais, d'une certaine manière, elle sent qu'elle peut enfin aller de l'avant. Les frères, en revanche, savent que cette route ne sera pas sur très longtemps. Les esprits comme Jean trouvent toujours un moyen de revenir, de s'accrocher à la vie, même si ce n'est que par un fil. Marc et Luc échangent un regard silencieux, pensant déjà au prochain défi, au prochain mystère à résoudre. La route les appelle de nouveau, et ils, comme toujours, sont prêts à répondre. La camionnette des frères rugit doucement alors qu'ils s'éloignent, le son résonnant sur la route déserte. Le silence autour était perturbant, mais pas inhabituel pour eux. Les yeux de Marc restaient fixés sur le chemin devant lui, concentrés, tandis que Luc regardait dans le rétroviseur, observant Claire recroquevillée au bord de la route, une figure solitaire. Il poussa un profond soupir. « Tu penses qu'elle va aller bien ?» demanda Luc, rompant le silence sans quitter le rétroviseur des yeux. Marc haussait les épaules, toujours le plus sceptique des deux. « Elle n'a pas le choix. Elle va devoir apprendre à gérer ça. » Luc acquiesça, mais le poids du doute était visible sur son visage. Claire avait été une pièce essentielle du puzzle, mais quelque chose ne s'emboîtait pas complètement. Il sentait que cet esprit, Jean, n'était pas le genre d'âme troublée qui disparaissait simplement. Les échos du passé, surtout ceux marqués par la trahison et la mort, se dissipaient rarement si facilement. « Je pense toujours qu'on laisse quelque chose derrière nous, » murmura Luc, plus pour lui-même que pour son frère. « Comme quoi ?» Marc leva un sourcil, mais sa voix portait une impatience. Il avait toujours été du genre à conclure un travail et à passer au suivant sans se retourner. « Je ne sais pas. Juste, j'ai cette sensation. Comme si tout était arrivé trop vite. » Luc n'était pas seulement empathique, il avait une sorte de sensibilité pour ce que les gens et les esprits ressentaient, un don que Marc avait toujours respecté, même s'il l'admettait rarement. Marc soupira, gardant les yeux sur la route. L'esprit voulait vengeance. Il a eu l'occasion, il n'a pas réussi,
Et maintenant il est banni. Qu'a clos, Luc. Luc se gratta la barbe naissante, incertain. Il savait que Marc avait raison jusqu'à un certain point, mais l'inconfort au fond de son esprit persistait. Peut-être. Luc laissa ses pensées se perdre dans le bruit du moteur. La camionnette poursuivit son chemin sur la route sinueuse. Les arbres denses autour semblaient se refermer sur eux, comme si la route elle-même voulait les garder là. La pluie s'était arrêtée, mais la brume restait, donnant à la nuit un aspect fantomatique. Ce n'était pas le genre de décor que les frères considéraient comme inhabituel. De temps en temps, lorsqu'ils traversaient de petits villages reculés, l'atmosphère semblait chargée, comme si chaque endroit avait sa propre histoire mal racontée, ses propres secrets enterrés. C'est alors que Luc ressentit un frisson le parcourir. Il regarda par la fenêtre, observant les ombres que la lumière des phares coupait. Quelque chose n'allait pas, et son intuition hurlait. Il donna un léger coup sur le bras de Marc. On devrait faire demi-tour. Marc éclata de rire. Faire demi-tour? Pourquoi faire? Claire est vivante, l'esprit est parti, et nous avons fait notre travail. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais cette route ne va pas se laisser faire si on essaie de revenir en arrière maintenant. Ce n'est pas ça dont je parle. Je ne sens pas que j'en sois vraiment parti. Luc se réajusta sur son siège, l'inquiétude évidente. Tu sais, parfois les esprits sont liés à quelque chose de plus qu'une personne. Ils peuvent être attachés à un endroit, un moment, une émotion qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Et je sens qu'il est encore là, d'une certaine manière. Marc, toujours pragmatique, laissa échapper un soupir exaspéré. Luc, tu es en train de dire qu'on devrait revenir à cause d'un pressentiment? Je respecte tes intuitions, mais on a besoin de plus que ça pour revenir. Luc resta silencieux un instant, puis quelque chose le frappa. Et si Jean ne poursuivait pas Claire juste pour se venger? L'idée prit forme dans son esprit. Et s'il était lié à la route elle-même? Marc fronça les sourcils, commençant à considérer l'idée. Lié à la route? Comment ça? Reflacus. La route, l'accident. Jean est mort là. Et peut-être qu'il n'a pas pu quitter cet endroit parce qu'il est, d'une certaine manière, lié à la route elle-même. Peut-être que tous ceux qui sont morts là le sont. Claire pourrait n'avoir été que le catalyseur de quelque chose de plus grand. Marc resta silencieux, réfléchissant. C'était une théorie folle, mais cela avait un sens. Il y avait des légendes sur des esprits liés à des lieux spécifiques, surtout ceux marqués par des tragédies répétées. Il arrêta la voiture au bord de la route, éteignant le moteur un moment, laissant le silence envahir la cabine. « Tu penses que la route est maudite ?» demanda Marc, sa voix maintenant plus prudente, mais toujours avec une touche de scepticisme. Luc acquiesça. Ce ne serait pas la première fois. On a déjà entendu des histoires comme ça. Des lieux où le sol lui-même semble avoir absorbé la douleur et la mort, et quiconque passe par là se retrouve piégé dans le cycle. Marc passa la main dans ses cheveux, réfléchissant à l'idée. Si Luc avait raison, alors résoudre le cas de Jean ne suffirait pas. Il y avait quelque chose de plus grand et de plus profond sur cette route, quelque chose qui les appelait à revenir. Si c'est vrai, alors nous avons un problème plus important que Jean, dit Marc, redémarrant le moteur et tournant la voiture en direction de l'endroit où tout avait commencé. Ils retournèrent par le chemin silencieux, la tension grandissant à chaque kilomètre. La sensation que quelque chose les guettait dans l'obscurité s'intensifiait. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit de l'accident de Claire, l'atmosphère était différente. La brume s'était intensifiée, et la route semblait encore plus oppressante, comme si les arbres se fermaient sur eux. « Il y a quelque chose qui ne va pas », murmura Luc. Marc sortit de la voiture, suivi par Luc. Les deux marchèrent vers l'endroit où Jean s'était manifesté pour la dernière fois. L'air était lourd, presque suffocant, et le silence était perturbant. Aucun bruit d'animaux, même pas le vent. C'était comme si le temps s'était arrêté. Soudain, Luc s'arrêta. Il regarda la route, ses yeux s'écarquillant. « Marc, regarde ça. » Marc s'approcha, et ce qu'il vit le fit frissonner jusqu'aux os.
sur l'asphalte, des marques de pneus, exactement comme celles que Claire avait laissées, mais beaucoup plus anciennes, presque effacées par le temps. Et à côté, des croix et des fleurs fanées, certaines semblant avoir été laissées là depuis des décennies. Combien de personnes sont mortes ici? Chuchota Luc, sa voix chargée d'incrédulité. Avant que Marc puisse répondre, la température chuta brutalement, et un vent froid balaya la route. Ils sentirent la présence de quelque chose d'énorme, quelque chose qui n'était pas seulement l'esprit de Jean, mais un conglomérat de douleurs et de morts accumulées au fil des ans. La route était vivante, et elle les voulait. Marc sortit rapidement ce dont il avait besoin pour se protéger tous les deux, mais il savait qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Luc, sentant la pression augmenter, se maintenait ferme, mais tous deux savaient que ce ne serait pas facile de s'échapper cette nuit-là. Le vent glacial qui balayait la route semblait apporter avec lui des murmures, des voix entrecoupées qui n'appartenaient pas à ce monde. Marc et Luc ressentirent le poids de ces présences, comme si chacune des âmes piégées sur cette route essayait de communiquer. L'asphalte sous leurs pieds semblait pulser d'une énergie propre, comme si la route était vivante, avide, et prête à réclamer son tribut. Marc, toujours plus pratique, évalua la situation avec des yeux attentifs. Il sortit de sa veste un sachet de sel et une lampe UV, des choses qu'il portait toujours pour les urgences. Luc, en revanche, était immobile, ses sens aiguisés captant plus qu'une simple présence spirituelle. L'air autour d'eux semblait vibrer, et l'obscurité environnante était presque tangible, comme si elle était une entité en soi. « Nous devons faire quelque chose rapidement », murmura Marc, jetant une poignée de sel en cercle autour de lui et de Luc. « Tu sens ça » demanda Luc, regardant la route avec une expression de terreur et de fascination mêlée. « Ce n'est pas seulement Jean. Il y a plus. Beaucoup plus. » Marc savait que son frère avait raison. Il sentait les présences, mais pas avec la même intensité que Luc. C'était comme si cette route avait accumulé les âmes de tous ceux qui étaient morts ici au fil des ans, piégés dans un cycle interminable de douleurs, de tragédies et de confusion. « Nous devons découvrir ce qui attache ces âmes ici, » dit Marc, sa voix ferme malgré la peur qui grandissait en lui. « Et vite. » Tout à coup, la température chuta encore plus, et la brume autour commença à se solidifier, formant des silhouettes vagues, des ombres qui les encerclaient lentement. Marc serra la lampe UV, éclairant le chemin devant lui, mais les silhouettes ne se dissipaient pas à la lumière comme elles le feraient normalement. Il faisait face à quelque chose de différent. Quelque chose de plus ancien et de plus puissant. Luc regarda autour de lui, les yeux écarquillés, et reconnut l'une des ombres qui se formaient devant eux. C'était Jean. Sa silhouette déformée, pleine de haine, semblait maintenant moins humaine et plus monstrueuse. Il n'était pas seul. D'autres silhouettes émergeaient de la brume, comme si toutes les âmes piégées sur cette route avaient décidé de se manifester en même temps. Jean a le contrôle, chuchota Luc, essayant de comprendre la situation. Mais il n'est qu'une pièce dans ce puzzle. La route, Marc, elle l'utilise pour garder tout le monde ici. Marc fronça les sourcils. Cela n'a pas de sens. Comment la route pourrait-elle avoir autant de pouvoir? Luc regarda autour de lui, cherchant une réponse. C'est alors que ses yeux se fixèrent sur un point au bord de la route, où un vieil arbre tordu se démarquait. Autour de la base de l'arbre, des fleurs sèches et de vieux souvenirs laissés par des familles et des amis de victimes étaient éparpillés. Quelque chose dans cet arbre semblait différent, presque comme s'il était un épicentre. « Marc, je pense que l'arbre est le point focal, » dit Luc en désignant. « Quelque chose à voir avec cet endroit, ce morceau de route, peut-être que c'est là que tout a commencé. » Marc n'hésita pas. « Si c'est vrai, alors nous devons trouver un moyen de couper le lien des âmes avec cet endroit. » Mais comment? Luc ferma les yeux un moment, essayant de se concentrer sur l'énergie autour. Il sentait le désespoir, la douleur, la haine accumulée. Mais il y avait aussi un sentiment d'incomplétude,
comme si tous ces esprits étaient liés par un événement tragique unique. Et puis il se souvint, les premiers récits qu'ils avaient entendus à la taverne. L'histoire de Jean n'était pas la seule tragédie sur cette route. Il y en avait d'autres avant lui, d'autres qui étaient également morts de manière brutale et injuste. C'était cela qui maintenait tout ici prisonnier. Je pense que nous devons défaire le cycle, dit Luc, la compréhension le frappant comme un éclair. Jean, il est lié à tous les autres. Si nous pouvons l'aider à trouver la paix, peut-être que les autres âmes pourront également être libérées. Marc fronça les sourcils. Et comment proposes-tu que nous fassions cela? Il a essayé de tuer Claire. Ce type n'est pas intéressé par la paix. Luc fixa son frère, déterminé. Pas de la manière traditionnelle. Mais Jean recherche la justice, ou du moins, ce qu'il pense être la justice. Si nous pouvons le convaincre qu'il n'y aura pas de rédemption pour lui tant qu'il continuera sur ce chemin, peut-être que nous pourrons briser ce lien. Marc regarda Luc, les yeux pleins d'incertitude, mais il faisait confiance à l'instinct de son frère. Il n'avait pas beaucoup d'options. Les deux s'approchèrent de l'arbre, sachant que Jean et les autres figures observaient chaque mouvement. L'obscurité autour semblait s'intensifier, comme si l'air lui-même devenait plus dense et difficile à respirer. Luc, les mains tremblantes, commença à parler, sa voix claire mais chargée d'émotion. « Jean !» cria-t-il, sa voix résonnant le long de la route. « Nous savons que tu es ici. Nous savons ce que tu veux, mais cela ne te libérera pas. Tu es prisonnier, tout comme tous les autres. Mais continuer sur ce chemin ne fera que te garder ici. Pour toujours. » La silhouette de Jean se matérialisa lentement devant eux, sa forme maintenant plus définie, mais toujours grotesque, déformée par la colère et la douleur. Ses yeux vides fixaient Luc avec une intensité terrifiante. « Tu m'as trahi, » murmura Jean, sa voix chargée de ressentiment. « Elle m'a trahi. » Luc fit un pas en avant, ressentant le poids du moment. « Je sais. Et tu es mort à cause de ça. Mais après ? Que as-tu gagné avec cela? Tu es prisonnier ici, Jean. Pas seulement toi, mais tous les autres. Cette route te transforme en quelque chose que tu n'es pas. Si tu continues ainsi, il n'y aura jamais de paix. » Pendant un moment, l'esprit hésita. L'obscurité autour sembla pulser, comme si la route résistait à ce que Luc disait. Mais Jean ne disparut pas. Sa forme oscillait, comme s'il luttait contre quelque chose de plus grand que lui. « Il m'appelle » murmura Jean, presque comme s'il était en transe. Luc regarda Marc, puis de nouveau Jean. « Tu peux les libérer, Jean. Si tu acceptes ce qui est arrivé, si tu comprends que le chemin que tu empruntes ne te donnera pas ce que tu veux, tu peux en finir avec ça. Mais ça doit être maintenant. » Marc serra l'arme dans ses mains, prêt à toute éventualité. Mais au fond, il savait que la seule arme qui importait à ce moment-là était la parole de Luc. Finalement, Jean regarda Luc, ses yeux vides de haine s'adoucissant, bien que légèrement. Il fit un pas en arrière, comme s'il commençait enfin à comprendre. Les autres figures sur la route commencèrent à disparaître, une à une, tandis que la présence oppressante de la route commençait à s'affaiblir. « Je ne peux pas » commença Jean, mais avant qu'il puisse finir, sa forme se dissipa, comme un vent léger balayant les feuilles. La route resta silencieuse. Luc prit une profonde respiration, sentant l'air autour de lui devenir plus léger. Marc, à ses côtés, affichait toujours une expression sérieuse, mais ses épaules se détendirent légèrement. « Je crois que nous avons réussi, » dit Marc, sa voix basse mais soulagée. Luc hocha la tête, regardant autour de lui. La brume avait disparu, et le silence qui s'ensuivit était différent, presque paisible. Mais, comme toujours, il y avait une sensation que quelque chose était encore inachevé. « Pour l'instant, » répondit Luc. « Mais cette route, je pense qu'elle ne sera jamais complètement libre. » La paix momentanée qui enveloppait la route était fragile. L'air était maintenant plus léger, mais Marc et Luc savaient que cela ne signifiait pas la fin de tout.
L'affaire de Jean semblait résolue, mais cette route cachait d'autres secrets, et la sensation de quelque chose d'inachevé planait encore sur eux. La lune, qui était cachée sous les nuages pendant la tempête, apparaissait maintenant timidement, projetant une faible lumière sur l'asphalte. Marc regarda Luc, ses yeux reflétant l'incertitude de ce qui viendrait ensuite. Ils avaient affronté des esprits auparavant, mais cet endroit, cette route, était différente de tout ce qu'ils avaient déjà vu. Ce n'était pas seulement à propos de gens ou des âmes qui y étaient mortes. La route semblait avoir une fin propre, comme si elle était assoiffée de plus de douleur, plus de tragédie. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda Marc, brisant le silence. Luc, encore en train d'absorber tout ce qui s'était passé, regarda l'arbre tordu et l'endroit où Jean avait disparu. Je ressens encore que quelque chose ne va pas. Jean est parti, mais je pense qu'il n'était que le début. Peut-être qu'il y a eu une succession de morts liées à un événement plus vaste. Quelque chose qui a laissé cette route dans cet état. Marc fronça les sourcils, inquiet. Tu penses qu'il y a une force plus grande contrôlant tout cela? Une sorte de malédiction? Luc secoua lentement la tête. Peut-être. Beaucoup de tragédies au même endroit, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. La route est imprégnée de souffrance, et cela l'a rendue dangereuse. Mais la vraie question est, qui ou quoi a donné le coup d'envoi à tout cela? Marc acquiesca. C'était une question pertinente. Au cours de leur voyage, ils avaient déjà rencontré des lieux maudits, des objets ou des événements déclenchant une chaîne de morts ou des manifestations spirituelles. Mais, d'une certaine manière, cette route semblait plus sombre, plus profonde. Comme si quelque chose de très ancien et de maléfique avait planté ses racines ici depuis des siècles. Investiguons plus en profondeur, suggéra Marc, sortant son téléphone et vérifiant la carte de la région. Nous devrions essayer de découvrir ce qui s'est passé ici avant Jean. Qui d'autre est mort, et comment? Peut-être y a-t-il un schéma. Luc acquiesça, sachant que ce serait la seule façon de résoudre le mystère une bonne fois pour toutes. Ils retournèrent à la camionnette, mais la sensation d'être observés ne les quitta pas. À chaque kilomètre qu'ils parcouraient, la tension à l'intérieur du véhicule augmentait. Enfin, ils arrivèrent dans un petit village isolé, où ils espéraient trouver des informations sur l'histoire locale. La place principale était déserte à cette heure de la nuit, et les lumières des maisons étaient déjà éteintes. C'était un endroit si reculé qu'il semblait avoir été oublié par le temps, mais néanmoins, Marc et Luc savaient que la route qu'ils enquêtaient devait être liée à ce village. Ils se garèrent devant un bâtiment au charme ancien, un mélange de bar et d'auberge. L'enseigne, vieillie par la pluie et le temps, oscillait légèrement au vent. Dès qu'ils entrèrent, l'odeur de bois ancien et de tabac les enveloppa. L'endroit était rustique, avec une demi-douzaine de tables en bois, dont certaines étaient occupées par des habitants locaux qui regardaient avec curiosité les deux étrangers. « Mélangeons-nous », suggéra Marc, se dirigeant vers le bar, où un homme d'âge moyen nettoyait des verres avec un chiffon. Le barman leur lança un regard rapide avant de continuer son travail. « 2 cafés, s'il vous plaît », demanda Luc, et l'homme acquiesça, les servant sans trop de cérémonie. En attendant, Marc se pencha légèrement vers le barman, essayant d'engager la conversation. « Nous sommes de passage et avons entendu parler de quelques accidents sur cette route au nord. Vous savez, celle qui passe par la forêt. Connaissez-vous des histoires à ce sujet ?» L'homme s'arrêta un moment, ses yeux se plissant. C'était comme si ce sujet ravivait des souvenirs désagréables. Il jeta un coup d'œil furtif à certains des autres clients, qui semblaient également attentifs à la mention de la route. « Ah, la vieille route », dit le barman d'une voix grave, tout en continuant à nettoyer le verre. « Cette route a déjà fauché beaucoup de vies. Ce n'est pas le genre d'endroit où il faut traîner après la tombée de la nuit. » Luc, réalisant que l'homme était sur le point de s'ouvrir, encouragea. « Savez-vous une histoire spécifique? Quelque chose qui s'est passé là-bas ?» Le barman les regarda avec méfiance,
mais finit par se pencher un peu plus, comme s'il voulait garder la conversation entre eux. Beaucoup disent que la route est maudite, qu'elle a commencé il y a longtemps, avant même les voitures. On dit que la terre là-bas a été utilisée pour quelque chose de sombre, que des hommes et des femmes ont été sacrifiés dans ces champs, et que la route a été construite sur un lieu de mort. Des sacrifices? Rapid remark intrigue. Par qui? Quand? Le barman haussa les épaules. Les histoires sont anciennes, transmises de bouche à oreille. Les vieux du coin racontent qu'il y a des siècles, une secte religieuse opérait dans cette région. Ils faisaient des rituels étranges, sacrifiaient des gens. Le sang versé attachait la terre, et quiconque traversait ce chemin après cela était destiné à souffrir. Et la route, eh bien, elle a juste empiré les choses. Luc et Marc échangèrent des regards. Tout avait maintenant du sens. La route n'était pas seulement maudite à cause d'accidents récents. Elle était enracinée dans quelque chose de bien plus ancien, quelque chose de bien plus maléfique. Et personne n'a jamais essayé de résoudre ça? Demanda Luc, la curiosité prenant le pas sur sa voix. Le barman secoua la tête. Beaucoup ont essayé. Personne n'est revenu. Le silence plana entre les trois. Le bar était plus calme maintenant, comme si les clients eux-mêmes étaient pris par le poids des mots du barman. « Et vous, pourquoi posez-vous des questions à ce sujet ?» demanda-t-il finalement, en regardant du coin de l'œil Marc et Luc. « Nous sommes enquêteurs, » répondit Marc de manière vague. « Nous voulons comprendre ce qui se passe. Peut-être que nous pourrions aider. » Le barman lâcha un rire bref, sans humour. « Bonne chance avec ça. Mais si j'étais vous, je laisserais cette route tranquille. » Après avoir terminé leur café, les frères sortirent du bar avec plus de réponses, mais aussi avec plus de questions. La route était liée à quelque chose de maléfique, à des rituels et à des sacrifices anciens, et j'en étais que la pointe de l'iceberg. Si le barman a raison. Marc et Luc conduisirent en silence tandis que la route sinueuse disparaissait sous les phares de la camionnette. Le poids de ce qu'ils venaient de découvrir rendait l'atmosphère autour d'eux encore plus oppressante. La nuit était plus sombre, et il semblait que l'horizon lui-même se refermait sur eux, comme si la route les attirait de plus en plus vers son mystère. La question est, commença Marc, brisant le silence, comment défaire quelque chose qui a été fait il y a des siècles? Des sacrifices, des rituels, c'est une autre dimension. Luc, concentré sur le chemin devant lui, ne répondit pas immédiatement. Il sentait la tension dans l'air, comme si la route elle-même écoutait, attendant leur prochain mouvement. Nous avons besoin de plus d'informations. S'il y a un moyen de briser la malédiction, il se trouvera dans un ancien registre, quelque chose qui a survécu au temps. Peut-être que la bibliothèque locale ou les archives historiques auront des indices. D'accord. Mais nous ne savons pas exactement par où commencer. Mark observa. Et nous ne sommes pas sûrs de trouver quelque chose d'utile. Luc serra le volant, réfléchissant. Nous allons enquêter sur le culte. Si les sacrifices sont réels, il doit y avoir un registre. Et, s'il y en a un, cela pourrait être notre seule chance de comprendre ce qui se passe. Ils conduisirent jusqu'à l'aube, retournant au village où ils espéraient trouver plus de réponses. La petite ville commençait à s'agiter avec les premières lumières du jour, les habitants sortant de leur maison pour commencer leur routine. L'atmosphère était complètement différente de la nuit précédente, comme si la lumière du soleil disait que tout était normal. Mais Marc et Luc savaient qu'ils n'étaient pas du tout près de résoudre le problème. Ils se garèrent près d'une ancienne église, qui semblait être le bâtiment le plus vieux de la région. La façade en pierre était couverte de mousse, et la cloche au sommet était inclinée, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. À côté de l'église, un petit cimetière s'étendait sur le terrain, avec des pierres tombales usées marquant des siècles d'histoire locale. L'intuition de Luc le mena là-bas. « Je pense que nous commençons ici », il suggéra, tandis que les deux sortaient de la camionnette. Marc, toujours pratique, regarda autour. « Que cherchons-nous exactement »
Si le culte a opéré ici, et si les morts sont aussi anciennes que l'on dit, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'église ou au cimetière. Il pourrait y avoir une tombe, un symbole, une connexion avec la route. Alors qu'il marchait entre les tombes, l'environnement silencieux commença à céder la place à une sensation inquiétante. Les noms gravés sur les pierres tombales appartenaient à des générations passées, dont beaucoup étaient déjà oubliés par le temps. Mais Luc sentait que quelque chose les observait. Il s'agenouilla devant une pierre tombale plus ancienne, presque illisible, essayant de déchiffrer ce qui y était gravé. Marc, quant à lui, marcha jusqu'à la porte de l'église, la poussant avec force. À sa grande surprise, la porte grinça et s'ouvrit lentement. L'intérieur de l'église était simple, avec des bancs en bois sombre et des bougies éteintes le long des murs. Au fond, un autel vieilli dominait l'espace, et une figure d'un saint, dont le visage était rongé par le temps, planait au-dessus de lui. Mais ce qui attira le plus l'attention de Marc, c'était une porte latérale, légèrement entrebâillée, qui semblait mener à un endroit souterrain. « Et, Luc, je crois que j'ai trouvé quelque chose », Marc appela, sa voix résonnant dans la nef de l'église. Luc s'approcha, curieux. Lorsqu'il regarda la porte latérale, il ressentit un frisson. Quelque chose là-dessous n'allait pas. L'odeur d'humidité et de moisissure s'élevait des profondeurs, et un frisson parcourut sa colonne vertébrale. « Tu veux vraiment descendre là-dedans » Luc demanda, avec un sourire nerveux. « Non, » répondit Marc, sortant sa lampe de poche. « Mais je pense que nous devons y aller. S'il y a quelque chose lié au culte, je parie que c'est là-dessous. » Avec la lampe en main, Marc descendit le premier, suivi de près par Luc. L'escalier en pierre était raide et mal éclairé, menant à une ancienne crypte. Les murs de pierre étaient couverts de mousse, et l'humidité goûtait lentement du plafond. L'odeur de mort et de décomposition était forte, et l'air semblait peser sur eux. Lorsqu'ils arrivèrent au fond, ils virent que la crypte était plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. Des couloirs étroits s'étendaient dans plusieurs directions, avec des tombes empilées contre les murs et des symboles étranges gravés dans les pierres. Luc, respirant lentement, analysa les symboles. « Ce n'est pas chrétien », il commenta, les yeux fixés sur une marque circulaire qui couvrait une bonne partie d'un des murs. « Cela ressemble à une sorte de sigil, quelque chose utilisé dans des rituels anciens. Qu'est-ce que ça signifie ?» Marc demanda, éclairant les détails avec sa lampe. Luc s'approcha, touchant la pierre froide du bout des doigts. « Je ne suis pas sûr. Mais c'est ancien. Peut-être antérieur à l'église elle-même. Cela pourrait être un symbole d'invocation ou quelque chose qui maintient la malédiction active. » Marc regarda autour de lui, sentant la présence de quelque chose d'autre dans cet endroit. L'air semblait vibrer avec une énergie sombre, et chaque pas qu'il faisait résonnait contre les murs. Finalement, ils arrivèrent dans une grande chambre circulaire, au centre de laquelle se trouvait un autel en pierre. Marc éclaira l'autel avec sa lampe, et les deux frères s'approchèrent prudemment. Sur l'autel se trouvait une boîte en bois usée par le temps, avec des symboles sculptés à sa surface. Luc l'étudia pendant quelques instants, réalisant que c'était quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait peut-être expliquer ce qui se passait réellement sur cette route. « Fais attention à ça », alerta Marc, voyant Luc s'approcher de la boîte. Luc hocha la tête, mais sa curiosité l'emporta. Il ouvrit la boîte lentement, révélant un ancien manuscrit enroulé dans du cuir. Le document semblait fragile, ses bords effrités par le temps. Luc le prit avec précaution, le déroulant pour révéler une écriture ancienne et des symboles encore plus mystérieux. « Cela semble être un registre », murmura Luc. « Peut-être un journal ou des instructions. » Marc éclaira le manuscrit tandis que Luc lisait à voix haute, traduisant ce qu'il pouvait. « Ceux qui ont été offerts à l'obscurité, leur sang scellera le pacte, leurs âmes n'auront jamais de paix tant que le dernier sacrifice ne sera pas accompli. » Luc s'arrêta, les yeux écarquillés. « Cela explique beaucoup de choses. » Marc fronça les sourcils.
Comment ça? Le culte a sacrifié des gens à une sorte d'entité, expliqua Luc. Mais le pacte ne sera brisé qu'avec un dernier sacrifice, le dernier sacrifice. Cela signifie que tant que ce sacrifice ne sera pas accompli, la route continuera d'être maudite. Les âmes resteront piégées. Marc regarda son frère, la gravité de la situation devenant claire. Et qui serait ce dernier sacrifice? Luc resta silencieux un moment. Il regarda autour de la crypte, les symboles sur les murs semblant tourner autour de lui, comme s'il l'observait. Je ne sais pas, dit-il finalement, d'une voix basse. Mais je pense que la route veut quelqu'un. Et nous sommes les seuls à pouvoir empêcher qu'elle choisisse. Marc serra las lèvres, sentant la tension grandir. Il savait qu'il ne pourrait pas fuir la vérité encore longtemps. Ce qui avait commencé comme une enquête sur des esprits perdus s'était transformé en une lutte contre une force ancienne et impitoyable. Et maintenant, la route semblait plus vivante que jamais. Sortons d'ici, dit finalement Marc. Nous avons beaucoup à découvrir avant de prendre une décision. Luc acquiesça, mais il savait que le temps s'épuisait. Marc et Luc montèrent les escaliers de la crypte en silence, ressentant le poids de leur découverte. La lumière du jour qui les attendait de l'autre côté de l'église semblait lointaine, comme si « Vous n'auriez pas dû descendre dans cette crypte », dit-il, dès que les frères entrèrent. Marc et Luc échangèrent un regard, surpris par la certitude dans les paroles de l'homme. « Comment le savez-vous » demanda Luc, curieux mais avec un léger soupçon. Le barman posa un verre sur le comptoir, respirant profondément. Personne ne revient de là-bas sans être marqué. La route en voudra plus. Maintenant, elle vous veut. Marc ressentit un frisson, mais garda son calme. Nous savons pour les sacrifices. Que savez-vous d'autre? Qui ou quoi contrôle cette malédiction? Le barman regarda autour de lui, s'assurant que personne d'autre n'écoutait, avant de continuer. Le pacte a été fait il y a des siècles, comme vous le savez. Mais ce que vous n'avez peut-être pas découvert, c'est que les sacrifices originaux ont été effectués par un leader d'une secte ancienne, quelqu'un qui voulait le pouvoir sur la mort. Il a offert des âmes à la route en échange de l'immortalité. Mais le prix était plus élevé qu'il ne l'imaginait. Luc fronça les sourcils. Et ce leader? Que lui est-il arrivé? Le barman se pencha en avant, sa voix maintenant un murmure. Il est piégé sur la route. Son âme ne reposera jamais tant que le dernier sacrifice ne sera pas accompli. Et ce sacrifice, mes amis, est toujours quelqu'un qui s'implique trop dans la malédiction. Quelqu'un qui essaie de la stopper. Tout comme vous. Marc ressentit le poids des mots du barman et, pour la première fois depuis longtemps, une sensation de désespoir commença à se former dans sa poitrine. Alors, nous serions le dernier sacrifice? L'homme hocha la tête, ses yeux fatigués reflétant la gravité de la situation. La route vous a déjà choisi. Maintenant, il ne reste qu'une question. Comment allez-vous lutter contre cela? Luc, toujours le plus rationnel des deux, prit une profonde inspiration et tenta de réorganiser ses pensées. Il doit y avoir un autre moyen. Nous ne pouvons pas simplement accepter que nous sommes destinés à être le dernier sacrifice. Si ce leader de la secte a fait le pacte, alors peut-être que nous pouvons trouver un moyen de le briser. Le barman sourit, mais sans joie. Beaucoup ont déjà essayé avant. Personne n'a réussi. Vous avez peu de temps avant que la route ne prenne ce qu'elle veut. Marc et Luc savaient qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Ils saluèrent le barman d'un signe de tête et retournèrent à la camionnette. Maintenant, ils avaient une mission claire. Trouver le point d'origine du pacte et, d'une manière ou d'une autre, le briser avant que la route ne prenne leur vie. Format. La route semblait plus vivante à chaque kilomètre. Les ombres des arbres au bord de la route dansaient de manière étrange, et le vent, qui était auparavant une brise douce, soufflait maintenant avec une intensité presque surnaturelle. Marc conduisait en silence, la mâchoire serrée, tandis que Luc étudiait le manuscrit qu'ils avaient trouvé dans la crypte.
Il doit y avoir quelque chose ici, murmura Luc, ses yeux parcourant les pages anciennes et usées. Un indice, quelque chose qui nous montre comment défaire le pacte. Marc le regarda du coin de l'œil. Et s'il n'y avait pas de moyen? Et si nous ne prolongions que l'inévitable? Luc hésita un instant, mais secoua bientôt la tête. Non. Nous ne pouvons pas penser ainsi. Si ce leader de la secte a réussi à emprisonner des âmes, alors nous pouvons les libérer. Il doit y avoir un moyen. Ils suivirent la route jusqu'à atteindre un endroit familier, l'endroit où ils avaient trouvé Jean. L'endroit semblait différent maintenant, presque plus sombre, comme si la route elle-même les observait, attendant leur prochain mouvement. Nous sommes de retour au début, dit Marc en éteignant le moteur. Maintenant, nous devons découvrir où tout a commencé. Ils sortirent de la camionnette et marchèrent jusqu'à l'endroit exact où Jean avait disparu. L'environnement autour était inquiet, comme si le temps était déformé là. Luc, le manuscrit en main, regarda autour de lui, ses yeux fixés sur la forêt. Le pacte original doit avoir été fait ici, dit-il, sa voix ferme. C'est l'épicentre. L'endroit où tout a commencé. Marc regarda autour de lui, les yeux attentifs à tout signe de mouvement. Que faisons-nous maintenant? Luc prit une profonde inspiration. Nous devons défaire le sacrifice original. Si nous pouvons libérer les âmes qui ont été offertes, peut-être que nous pourrons briser le cycle. Il commença à réciter les mots du manuscrit à haute voix, sa voix résonnant dans le lieu. Le vent autour commença à se lever, et les ombres des arbres semblaient s'étirer, comme si elles étaient vivantes. La route commença à vibrer sous leurs pieds, comme si quelque chose était réveillé. Marc sentit la panica monte. Luc, que se passe-t-il? Continue, cria Luc, c'est maintenant fermement le manuscrit. Nous sommes proches. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa lecture, une silhouette émergea de l'obscurité de la route, un homme, vêtu de vêtements anciens et avec des yeux vides. C'était le leader de la secte, l'âme qui avait donné le coup d'envoi à tout. Il regarda directement Marc et Luc, comme s'il savait déjà qu'ils étaient les choisis. « Vous ne pouvez pas briser le pacte, » dit la figure, sa voix résonnant avec une autorité sombre. « La route aura toujours ce qu'elle veut. » Luc, sans hésiter, continua à réciter les mots du manuscrit, ignorant l'homme. Marc, cependant, sentait le poids de la peur s'emparer de lui. Tout à coup, un cri déchira l'air. Les âmes des victimes commencèrent à émerger de la route, entourant le leader de la secte. Elles étaient furieuses, prêtes à revendiquer leur justice. L'homme commença à reculer, son expression révélant enfin la peur. « Non, je suis le maître. Je contrôle la route. » Mais les âmes l'entourèrent, l'entraînant de nouveau vers le sol. Sa silhouette disparut, engloutie par la route, tandis que le vent cessait abruptement. Luc termina la récitation, haletant. Le silence envahit le lieu. « J'ai réussi ?» demanda-t-il, regardant Marc. Marc regarda autour de lui, l'air maintenant calme et tranquille. La route, auparavant vivante et menaçante, semblait normale, presque ordinaire. « Je crois que oui, » répondit Marc, son ton soulagé. « Je crois que tout est fini. » Mais, au fond, tous deux savaient que les routes n'oublient jamais.